Tolstoï et merci d'avoir accordé ce temps précieux à Moscou pour le dialogue franco-russe. Cette année, on invite beaucoup d'experts, ils sont français, belges, francophones et là, pour une fois, nous avons Piotr Tolstoï en politique, vice-président de la Duma, journaliste. Il y a quelques années, au dialogue franco-russe à Paris, nous avons fait un débat avec Renaud Girard au sujet des convergences et divergences dans les relations franco-russes. On a essayé de trouver beaucoup de divergences et quand même on a trouvé beaucoup de convergences. Cette année, il se trouve qu'on trouve beaucoup plus de divergences entre nos peuples et nos pays. Nos experts ont beaucoup parlé des racines du conflit en Ukraine. Tous nos auditeurs s'intéressent à cette actualité brûlante, et notamment franco-russe, puisque ce sont les relations entre l'Occident et la Russie, ils sont au cœur des relations internationales. Pourriez-vous expliquer à nos auditeurs, et là en ce moment je vous invite à nous suivre encore plus parce que vous êtes très nombreux à nous suivre, pourquoi la diplomatie a échoué le 24 février 2022? Merci pour l'intérêt et pour les questions, parce que moi je suis peut-être un des pas nombreux à croire à la continuation d'un dialogue franco-russe, mais malheureusement la diplomatie a échoué parce que l'Occident, les États-Unis et l'Union européenne, ils ont pensé qu'après la guerre froide, c'est fait, le monde sera basé sur les règles occidentaux et que personne, sauf les Américains et les Européens, ne va pas rien faire, rien dire, ne va pas faire la politique dans l'Europe. La Russie a été préoccupée par les questions de sécurité. À plusieurs reprises, Poutine, le président russe, a proposé à l'OTAN, aux présidents des pays de l'Union européenne, aux présidents des États-Unis, le dialogue, parce que pour nous, les problèmes de sécurité étaient très sensibles, car après le coup d'État de 2014 en Ukraine, on a commencé à construire une espèce de anti-Russie qui était complètement, diamétralement opposée à tout ce que faisaient les Russes, et notamment il y avait plein de problèmes à l'intérieur de l'Ukraine avec les Russes, avec les 20 millions de Russes qui ont été privés de leur langue, privés de la possibilité d'avoir une éducation en russe, poursuit en fait pour ses idées sur l'histoire de l'Ukraine, etc. Mais à part tout ça, il y avait toujours la proposition de la Russie de discuter l'élargissement de l'OTAN, les problèmes de sécurité à cause de militarisation de l'Ukraine, parce que non seulement les conseillers militaires, non seulement les bases militaires, mais aussi la perspective d'avoir les bases de l'OTAN sur les territoires ukrainiens, pour nous, c'est une menace vitale. Comme vous le savez, le monde, la sécurité mondiale est basée sur la concept de puissance nucléaire qui en fait n'utilise pas l'arme nucléaire, qui seulement préserve le balance de menaces nucléaires. Par exemple, pour nous, le déplacement des missiles nucléaires américains sur le territoire ukrainien, ça réduisait la possibilité de notre réponse en cas de l'attaque par les missiles nucléaires. Évidemment, on en parle d'une façon, on en parle là maintenant comme théorie, mais pour les spécialistes militaires, pour ceux qui animaient les négociations autour de la détente à l'époque, avec la fin de l'Union soviétique, les négociations avec la Russie et l'Ukraine à Budapest, etc. Tous ces problèmes, ils sont bien connus. L'Occident a ignoré la préoccupation de la Russie. L'Occident a pensé qu'il va, voilà, que le monde est fait, que tout est fait, que les règles du jeu établies par l'Occident, je ne parle pas des normes de droit international, mais justement des règles du jeu
sur lequel qui toujours mentionne les Américains et les politiciens de l'Union européenne, que voilà, ça serait comme ça, comme nous on a décidé, et alors les Russes, ils sont mécontents, mais peu importe, on fonce. On continue élargir l'OTAN, on continue mettre les bases à frontières, etc. Donc, à plusieurs reprises répétées, la proposition a été ignorée, c'est pour ça que la diplomatie a échoué. J'ai envie de vous demander, c'est peut-être plus une question vers un journaliste qu'un homme politique. Pourquoi, selon vous, toute annonce faite par la Russie, notamment sur le sabotage de Nord Stream au début, là, en ce moment, sur l'utilisation potentielle de la bombe nucléaire dite sale en Ukraine, pourquoi cette annonce, chaque fois, est inaudible en Occident? On ignore. On ne veut pas parler, on dit que ce sont les Russes. On ignore parce qu'il y a le cliché, il y a le système des clichés anglo-saxons sur la propagande de Poutine. Donc tout ce que disent les Russes, c'est la propagande de Poutine. Le dialogue franco-russe, c'est aussi la propagande de Poutine pour tout est la propagande de Poutine, en fait. Et donc la Russie, c'est en fait la plus grande pays de l'Europe. L'Union européenne, c'est un petit morceau du continent par rapport à la Russie. Si les Européens ne veulent pas entendre ce que pensent les Russes, ce qu'ils disent les Russes, les préoccupations sur la sécurité, les préoccupations sur le sabotage de Nord Stream, sur les laboratoires bio sur le territoire ukrainien, etc., alors tôt ou tard, ils seront obligés de résoudre tous ces problèmes. Là, on est très bien quand il y en a 47 pays qui sont contre la Russie, et voilà, ils sont contre la Russie, ils construisent l'opinion publique anti-russe. Mais la réalité, c'est pas ça. Réagir à cette réalité, ça serait peut-être la tâche la plus difficile pour les futurs politiciens européens. Après la fin de l'Union européenne, après le départ de tous ces politiciens d'aujourd'hui qui vont se retrouver dans la poubelle de l'histoire à cause de leur position contre la Russie, à cause des sanctions illégitimes qui sont aujourd'hui établies, 11 000 sanctions. 11 000 sanctions contre la Russie. Mais nous, on s'en fout. L'économie russe fonctionne, on va gagner cette guerre, parce que les pays nucléaires ne perdent pas les guerres, comme vous le savez. Et tôt ou tard, les Européens vont découvrir un nouveau monde, une nouvelle Europe. Ils vont découvrir la nécessité de dialogue. Et à ce moment-là, ils ont détruit déjà tous les mécanismes de dialogue. Ils ont refusé toutes les tentatives de discuter les problèmes tranquillement par les diplomates, par les parlementaires, par tout le monde. On est tous sanctionnés, on ne peut pas aller en Europe, tant pis. Mais tôt ou tard, ça peut être à la frontière polonaise, ça peut être au Berlin, ça peut être à Paris, mais on va discuter les problèmes de sécurité de l'Europe, le futur de l'Europe. Et vous allez voir, à ce moment-là, les gens qui ont l'idée d'ouverture, l'idée de dialogue, seront bien à la table, contrairement à ceux qui aujourd'hui passent tous ces clichés anglo-saxons sur les méchants russes et agresseurs Poutine qui a bouleversé le monde et qui donc a fait autant de mal au continent européen. À plusieurs reprises, le ministre des Affaires étrangères russe a dit que les Russes officiels sont prêts à discuter. Mais on a l'impression qu'à l'Occident, il n'y a pas assez d'hommes ou femmes pour pouvoir vraiment porter cette voix de l'Europe en face de la Russie. Qui est cet homme ou cette femme politique en Europe que vous connaissez peut-être et qui serait capable de se mettre à table de négociation? Peut-être ancien politique s'il n'y en a pas parmi les politiques actuels. La Russie est prête à discuter. À mon avis, malheureusement, les Européens ont complètement perdu leur souveraineté et leur capacité de discussion avec la Russie à partir du moment quand ils ont, suite aux États-Unis, ont repris les sanctions contre la Russie et cette espèce de boycott contre la Russie. Donc parmi les politiciens qui sont aujourd'hui au pouvoir, il n'y a pas les politiciens qui vont discuter le futur de l'Europe, ça c'est sûr. Nous, on a le temps devant nous.
Tandis qu'eux, ils ont très peu de temps, tous ces gens-là. Ils ont leur mandat limité, très, très court. Et donc, bientôt, on verra des nouveaux, on va peut-être discuter avec eux. Nous, on est prêts à discuter, mais en fait, ça n'a aucun sens de discuter avec les Ukrainiens, parce qu'ils sont manipulés par Londres et Washington comme les poupées marionnettes, et tous les négociations qu'on a essayé d'entamer au début de l'opération spéciale, ils ont échoué à partir du moment quand Washington a dit que pas de négociation, vous devez gagner sur le champ de bataille, comme a dit M. Borrell. Alors, on va voir qu'est-ce qu'ils vont, et s'ils vont gagner sur le champ de bataille, les Ukrainiens, avec tout le soutien de l'OTAN, avec tout le soutien des Européens, avec toute la solidarité, avec une douche une fois par semaine pour toute l'Europe, sans gaz, sans pétrole, avec l'inflation de 12-15%, on va très bien voir comment les Ukrainiens vont gagner. Et à partir du moment que nous, on gagne, on va négocier avec des Européens. Pas avant. Nous sommes prêts. Mais si vous ne voulez pas, alors d'abord champ de bataille et après la table de négociation. Croyez-vous que la Russie s'est éloignée définitivement cette année de l'Europe? Et la confiance est perdue, la confiance mutuelle également. La Russie ne peut pas être éloignée de l'Europe parce que la Russie, c'est l'Europe. Comme j'ai déjà dit, c'est le plus grand pays de l'Europe. Donc, le petit morceau très agressif envers nous, l'Union européenne, sera bientôt éloigné de l'histoire, parce qu'il me rappelle un peu l'URSS avant sa fin. Mais la Russie ne peut pas bouger, il ne peut pas changer sa position géopolitique. La Russie, c'est aussi l'Europe. La Russie, c'est une civilisation à part. C'est pas une énorme Pologne pour les Européens, malgré qu'il y en a ceux qui en pensent. Ça ne serait pas une simple réplique d'un système démocratique américain qui est installé dans les petits pays de l'Europe de l'Est. Non, la Russie, c'est une civilisation à part, avec son propre histoire, sa propre démocratie, son propre système politique. Et on va fonctionner comme ça, malgré tout. Malgré toutes les sanctions, malgré tous les boycotts, malgré la guerre économique, malgré tout. Mais tôt ou tard, les Européens vont venir et vont demander le dialogue. À ce moment-là, on va réfléchir sur quelle base pourrait être effectué ce dialogue. Vous croyez aussi au dialogue franco-russe que justement le dialogue ne doit jamais cesser. On essaie de maintenir ce dialogue entre les sociétés civiles. Il y a beaucoup de gens en Europe, quand je parle de la société civile, ce sont des personnes qui travaillent dans des domaines très 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 variés et dont les voix se lèvent pour le dialogue constructif et stratégique avec la Russie. Évidemment, il y a aussi également beaucoup de force en Europe contre ce dialogue, et vous le voyez très très bien. Est-ce que vous croyez en force des sociétés civiles en Europe? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que les élites françaises, les élites allemandes, les élites italiennes sont tellement liées économiquement liées avec les États-Unis, avec la Grande-Bretagne, qu'il n'y a pas la possibilité même de dialogue, même d'une visite privée en Russie. Aujourd'hui, c'est quelque chose après lequel on mène une campagne contre un politicien ou une personne qui est venue. Donc aujourd'hui, non. Et malheureusement, l'Europe est en train de perdre son rôle géopolitique. Elle est en train de perdre sa chance de devenir, avec la Russie, une superpuissance mondiale. L'Europe, aujourd'hui, avec une crise économique, avec tous ces prix pour l'électricité, pour le gaz, pour le pétrole, à cause des sanctions contre le régime sanglant de Poutine, comme on dit, à cause de ça, l'Europe devient une périphérie de la politique des États-Unis et des Britanniques. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et la société civile ne peut rien changer dans cette situation, parce qu'on ne perd pas les contacts avec nos proches, avec nos amis, etc. Mais ce n'est pas eux qui prennent des décisions. Mais comme j'ai déjà dit, la Russie a des siècles devant nous. On peut attendre que les élites politiques en Europe se changent, et on va voir si on pourrait renouveler le dialogue. Je remarque que la Russie n'a pas fermé ses frontières
Et donc, il y a des touristes encore. On peut venir. Peut-être certaines personnes ne le savent pas, mais autant que je sache, après corrigez-moi, que le tourisme existe en Russie. Et là, nos amis européens, ceux qui veulent découvrir le pays, ils peuvent le faire. En termes, est beaucoup plus coûteux maintenant parce qu'il n'y a plus de vols directs entre la Russie et l'Europe, mais il y a quand même des vols. Si, il y a des vols à Helsinki, à Belgrade, à Istanbul. Il n'y a pas de problème, on prend un billet d'avion, on vient, et même pour les visas, récemment, le président a donné au gouvernement l'ordre d'accepter la politique le plus ouvert à ce qui concerne les visas, etc. Donc il n'y a aucun problème. Il y a négocié avec les Américains. On va voir pour l'instant, les Américains, ils ne sont pas prêts à négocier. À mon avis, il attend les résultats des élections au Congrès, comment va se sentir leur président Biden, etc. Donc, pour l'instant, la Russie est toujours prête à négocier avec des Européens, avec des Américains. Mais s'ils ne veulent pas, alors... Pensez-vous que la midterms aux États-Unis puisse influencer l'évolution du conflit en Ukraine? Ou peut-être... si notre président non démocrate vient vous savez, ça change. Ce qui est bien avec les Américains, c'est que les Américains, ils n'ont que leur intérêt national. Rien d'autre ne les préoccupe pas. Et dans des intérêts nationaux américains, c'est d'affaiblir la Russie avec le conflit ukrainien. Ils vont maintenir la guerre jusqu'au dernier Ukrainien. Mais tant pis pour l'Ukraine, malheureusement, les Américains, comme d'ailleurs les Européens, ils fournissent des armements que nous, on bombarde et on liquide sur le territoire ukrainien. Mais ils fournissent cet armement pour l'argent des gens qui habitent dans ces pays. C'est leur impôt. Donc, si les Européens sont prêts de prendre une douche une fois par semaine et donner ces impôts pour subventionner la guerre en Ukraine, tant pis. Hein. Donc c'est pas le problème de la Russie. Mais c'est ce que je peux dire très clairement, que tout ce qui arrive sur le territoire ukrainien, tout l'armement qui arrive aujourd'hui de l'Europe ou des États-Unis, sera liquidé par les forces russes. Soit par les bombardements, soit lors de combats sur la terre, soit par l'aviation, tout ça serait éliminé. Voilà. Donc cette aide, cette solidarité avec l'Ukraine, toutes ces belles phrases dont les politiciens européens continuent à s'échanger depuis 8 mois, ça ne sert à rien. Et ça n'a aucun sens à court terme, à long terme, dans les mois qui viennent. Comment voyez-vous l'évolution du conflit en Ukraine? Puisque tout le monde sait qu'on est parti sur le temps long. Parce qu'il y avait plusieurs différentes opinions, sachant que ça va se terminer vite. Non, on va voir, négociation. Là, maintenant, on comprend qu'il n'y a plus de négociation. La phase est compliquée, on rentre en hiver. Quel est votre pronostic? L'hiver, c'était toujours une très bonne saison pour les Russes pour avancer. Je vous rappelle qu'on a eu 2 guerres avec des Européens, à 1812 et à 1941. Et la première, on a terminé à Paris, la deuxième au Berlin. Si les Français, les Allemands, les autres Européens veulent participer dans cette guerre, veulent vraiment que les forces de l'OTAN participent du côté ukrainien, alors on va avancer peut-être plus doucement. Mais on va avancer. Et l'hiver, c'est une très bonne saison pour l'avancement. Comme on disait, le général hiver. Général Morose. Morose. Exact. Vous savez, il y a beaucoup de Français qui s'intéressent, bon, puisque vous avez parlé de 1812, je rappelle presque à chaque conférence qu'on organise de dialogue franco-russe que la France n'est pas en guerre avec la Russie, malgré tout ce qui se passe. Les gens s'intéressent à la culture russe, s'intéressent à l'actualité franco-russe, notamment tous ceux qui nous regardent, ce sont des
dizaines de milliers de personnes en ce moment et vous parlez tellement bien français. Vous gardez le lien avec la France, puisqu'on quand même on va rester positif. On va espérer que les relations vont reprendre. On va rester positif. On a des siècles des relations franco-russes derrière nous. On a des siècles encore en avant. Donc, moi, j'ai une partie de ma famille en France. Par exemple, à cause des sanctions, je ne pourrai jamais les voir à Paris ou en France, mais ils vont venir à Moscou. Donc, tout ce qui est les liens humains, les liens culturels, les liens économiques dans certains sens, j'espère que ça va continuer. Malheureusement, contrairement à la volonté des politiciens. Sur cela, sur cette note positive, je vous remercie d'avoir accordé ce temps au dialogue franco-russe. Je vous invite à nous suivre, à partager et surtout, sachez que le dialogue ne doit jamais cesser. Merci. Merci beaucoup.